Voici Lucie, 23 ans, sans emploi et sans domicile fixe. Par une froide journée, elle cherche un emploi dans un grand et imposant manoir. L'état négligé des lieux la convainc qu'ils ont désespérément besoin d'une femme de ménage. Elle se remémore son passé, confiante dans ses compétences malgré l'absence de recommandations. Mais après des heures d'attente, elle se retrouve à grelotter dans le froid sans réponse. Elle suppose que le propriétaire est soit absent, soit qu'il a le sommeil très profond. Bloquée sur une montagne sans possibilité de retour, elle décide qu'elle n'a pas d'autre choix que de tenir bon. Un souvenir soudain de l'offre d'emploi renforce sa détermination à rester. L'annonce proposait une somme folle de 30 millions d'or par an pour travailler pour un dragon reclus nommé Scar. Elle se souvient de son choc initial, se doutant qu'une offre aussi lucrative ne pouvait être qu'une dangereuse escroquerie. Elle se souvient des rumeurs selon lesquelles plus d'une centaine de servantes avaient déjà été mises à la porte de cette même maison. Les gens murmuraient que le propriétaire était un fou complet qui saccageait l'endroit pour le plaisir. Ils ont prévenu que, quels que soient les efforts déployés, un seul faux pas suffisait pour être renvoyé sur le champ. Le salaire ridiculement élevé n'était offert que parce que personne ne pouvait tenir dans ce poste. Et la partie la plus incroyable de la rumeur était que l'employeur était un énorme dragon rouge. Mais Lucie ne se soucie pas de l'espèce de son employeur, seul l'argent l'intéresse. Elle admet également qu'une partie d'elle était motivée par la pure curiosité de voir un dragon en chair et en os. Lucie se dit que puisque le dragon est censé avoir empêché une guerre, il doit être bon. Elle fantasme même sur les services spécialisés qu'elle pourrait offrir, comme épousseter la queue de son nouveau maître. Son esprit dérive vers les 30 millions d'or, suffisant pour acheter sa propre maison en un an seulement. Elle se moque de l'idée d'un patron pointilleux, car la plupart des employeurs s'attendent déjà à ce que le monde entier leur rende la monnaie de leurs pièces. Elle sait qu'irriter le dragon pourrait être sa dernière erreur, mais elle considère que le salaire est une juste compensation pour le risque. Après 15 ans d'emploi sans avenir, son rêve de posséder une maison lui semblait impossible jusqu'à ce qu'elle en ait l'occasion. Avec une détermination renouvelée, elle se promet de rester jusqu'à ce qu'elle obtienne un entretien. Mais sa détermination s'effrite lorsque le froid mordant et l'épuisement finissent par la faire s'effondrer. Se réveillant après un bref évanouissement, elle accuse le manoir sinistre et attend désespérément que le soleil se lève. Ses yeux, lourds d'épuisement, scrutent l'obscurité à la recherche d'une lueur d'espoir. C'est alors qu'un reflet soudain de lumière lui fait écarquiller les yeux. Son regard se dirige vers une fenêtre unique et lumineuse dans le sombre manoir. Elle réalise alors avec stupeur que le dragon reclus est enfin rentré chez lui. Elle n'en croit pas ses yeux alors qu'elle se lève du sol gelé. Son regard se fixe sur le ciel, la pleine lune se reflétant parfaitement dans ses yeux. Le ciel est dominé par une pleine lune brillante et claire. Soudain, elle se souvient de l'avertissement désespéré de l'homme de l'agence pour l'emploi. Le souvenir de son cri terrifié résonne dans son esprit. Il l'avait prévenu de ne jamais se présenter sans y avoir été invitée, et surtout pas une nuit de pleine lune. Alors qu'elle prend conscience de la situation, une explosion enflammée se produit au 2e étage. Stupéfaite, elle regarde les fragments et la poussière pleuvoir autour d'elle. Son esprit a du mal à comprendre que le manoir est littéralement en train d'exploser. Au milieu du chaos, ses priorités sont claires. Qu'adviendra-t-il de son travail si le maître est mort? Un énorme débris marqué d'un étrange sigil fonce sur elle. Frappée par le débris, elle pense ironiquement que c'est ce qu'elle récolte pour avoir ignoré la zone de danger. Malgré sa propre blessure, sa dernière pensée avant de perdre connaissance est pour la sécurité du maître. À travers la poussière et la fumée, une silhouette mystérieuse émerge du manoir en ruine. L'ombre de la silhouette qui s'approche d'elle la recouvre alors qu'il marche d'un pas ferme à travers les décombres. Une main douce lui étreint le visage, contrastant fortement avec la destruction environnante. Sa vision s'éclaircit pour révéler un homme aux tatouages complexes et aux yeux perçants d'un rouge éclatant. Elle se souvient de son enfance, de sa mère qui l'envoyait en pleurs travailler à l'âge de 8 ans. Mais même alors, la petite Lucie a courageusement promis de gagner assez d'argent pour leur acheter une maison. La jeune Lucie demande joyeusement s'ils pourront vivre ensemble une fois qu'elle aura gagné assez d'argent. Sa mère la regarde partir avec un sourire doux amer, les mains usées par une vie de privation. Mais à travers la neige qui tombe, Lucie n'a jamais entendu la réponse de sa mère. Ce souvenir lui fait monter une larme à l'œil alors qu'elle revient au présent. Elle se reproche d'avoir laissé un rêve déterrer le passé alors qu'elle a besoin d'être forte. Sa mémoire est floue alors qu'elle essaie de se rappeler pourquoi elle dormait dehors. Un mal de tête lancinant accompagne la réalisation choquante qu'elle se trouve face à face avec l'homme tatoué. Elle recule dans la confusion la plus totale, essayant d'assimiler la tournure soudaine des événements. À sa grande surprise, l'homme mystérieux s'effondre devant elle. En regardant son torse tatoué, elle ne peut que s'interroger sur l'identité de cet inconnu. Elle est troublée par les tatouages qui recouvrent son corps et ressent une énergie étrange et inquiétante. Sa confusion se transforme en choc lorsqu'elle aperçoit une grande queue écaillée attachée à l'homme mystérieux. L'image impossible de cette queue se reflète parfaitement dans ses grands yeux verts. Elle regarde fixement vers le bas,
complètement déconcertée par la vue d'un homme avec une queue de dragon qui s'est évanoui devant elle. La scène bascule brusquement dans une pièce sombre, où un bruit douloureux se fait entendre derrière une lourde porte. Une sinistre collection d'outils, dont un marteau et un ciseau, sont posés sur une table, prêts à être utilisés. Une main est étroitement attachée à une surface en bois, impuissante et attendant ce qui va se passer. Un personnage sinistre au sourire inquiétant hoche la tête en signe d'approbation, comme si un accord silencieux avait été conclu. Le sourire du personnage s'élargit alors qu'il révèle une croyance tordue. Les dragons sont nés pour servir ce sombre dessein. La vision inquiétante s'achève et nous ramène au présent, où Lucy a de nouveau sombré dans l'inconscience. L'œil reptilien de l'homme tatoué s'ouvre, brillant d'une lumière rouge intense. Sa conscience revient dans un éclair aveuglant. Il se réveille en état de choc, se tenant la tête avec confusion. Il se retrouve sur un canapé avec une couverture et se demande comment il est arrivé là. Il a des sueurs froides en essayant de reconstituer les événements chaotiques de la nuit. Il remarque qu'un feu chaud crépite dans l'âtre et soupçonne la femme d'en être responsable. Il réalise avec une horreur croissante qu'il a failli la tuer, l'ayant confondue avec quelqu'un d'autre. Soulagé, il se souvient du moment où il a arrêté son attaque, heureux d'avoir choisi la raison plutôt que l'instinct. Il décide d'ajouter une restriction concernant la couleur des cheveux à son prochain avis d'embauche afin d'éviter toute confusion à l'avenir. Son regard tombe sur Lucy, maintenant bandée et vêtue d'un uniforme de femme de chambre, confirmant qu'elle est bien celle qu'il a failli confondre. Il est surpris lorsque la femme qu'il a failli attaquer lui confirme joyeusement qu'il est son nouveau maître. Elle lui présente fièrement un ragoût de légumes, expliquant que c'est tout ce qu'elle a pu faire avec le peu de provisions dont elle dispose. Submergé par sa gentillesse, il se pince l'arête du nez, s'efforçant d'assimiler la situation. Il s'interroge sur sa décision de rester, incapable de comprendre pourquoi elle n'a pas fui après l'explosion du manoir. Avec un sourire confiant, elle déclare simplement son but. Elle est ici pour travailler. Il remarque que malgré les bandages spectaculaires, sa blessure à la tête est réelle, ce qui rend son désir de rester encore plus déconcertant. Une perle de sueur roule sur son visage, car il craint qu'il s'agisse d'une autre personne ayant des intentions cachées et gênantes. Se détournant, il tente de l'écarter en affirmant qu'il n'embauchera personne avec sa couleur de cheveux. Elle lui fait remarquer que l'annonce ne contenait aucune restriction de ce type. Mais il l'informe froidement que c'est une nouvelle règle qu'il vient d'instaurer. Ne se laissant pas décontenancer, elle devine que son refus est dû à une mauvaise rupture, ce qui l'agace visiblement. Son sourire confiant suggère qu'elle a touché un point sensible avec sa théorie de la rupture. Il est visiblement troublé, admettant intérieurement que sa supposition, bien que désagréable, est très proche de la vérité. Elle maintient un regard innocent, attendant qu'il craque sous la pression de son hypothèse. Agacé, il lui accorde son point de vue, mais lui demande fermement de se retirer de sa vue. Il se détourne en colère contre son incapacité à contrôler ses émotions et tente de justifier sa décision. Il estime que n'importe qui peut faire le ménage et la considère comme facilement remplaçable. Dans un geste choquant, elle propose de se raser complètement la tête pour contourner sa nouvelle règle « pas de cheveux blonds ». Sa proposition radicale le laisse sans voix. Son visage est un masque de pure incrédulité. Le choc est si grand qu'il a l'impression que la foudre s'est abattue sur le manoir lui-même. Ne se laissant pas impressionner par sa réaction, elle lui demande avec désinvolture s'il est un sang-mêlé, changeant complètement de sujet. Il confirme qu'il est un sang-mêlé, montrant sa queue pour prouver qu'il est né ainsi. Il s'interroge sur ses compétences, se demandant comment elle peut s'occuper d'un dragon avec si peu de connaissances. Ses yeux brillent de détermination, et elle insiste sur le fait que tant qu'elle est payée, sa race n'a pas d'importance. Elle explique joyeusement que ses connaissances sur les dragons proviennent des souvenirs touristiques vendus dans son village isolé. Il s'excuse de l'avoir déçue, précisant qu'en tant que sang-mêlé, il n'a rien à voir avec les statues qu'elle a vues. Elle se souvient qu'il l'a désespérément arrêtée lorsqu'elle a voulu se raser le crâne. Elle se souvient également qu'il détournait le regard lorsqu'elle feignait d'être blessée, y voyant un signe de sa gentillesse cachée. Elle en conclut que, malgré sa nature sensible, elle doit se montrer prudente avec lui. Il prend une bouchée du ragoût et ses yeux s'écarquillent d'incrédulité devant le goût. Elle l'observe avec un sourire triomphant, prenant son choc pour un pur délice. Il déglutit difficilement, admettant intérieurement que le ragoût le rend heureux de façon inattendue. En quelques instants, il a dévoré tout le repas, laissant le bol et l'assiette complètement vides. Affalé sur la table, il évite le regard de la jeune femme qui lui demande son avis avec impatience. Il tente de sauver la face, affirmant qu'il l'a mangée parce qu'il était fatigué des crudités et non parce qu'elle sait cuisiner. Son attitude défensive ne fait que lui rappeler un béguin d'enfance, la plongeant dans une douce rêverie. Désireux de trouver un défaut, il teste ses compétences en matière de nettoyage en passant un doigt sur la table poussiéreuse. À son grand étonnement, le bout de son doigt en ressort étincelant de propreté, sans le moindre grain de poussière. Il a des sueurs froides en réalisant que tout le manoir est désormais d'une propreté irréprochable. Elle lui révèle fièrement qu'elle a tout rangé en attendant qu'il reprenne conscience.
De plus, elle a pris l'initiative de ranger le garde-manger et de faire un inventaire complet. Elle ajoute qu'elle a mémorisé le plan de l'ensemble du manoir. Il est stupéfait lorsqu'elle lui raconte comment elle a réparé des chiffons, lavé des couvertures et même proposé de faire sa lessive. Avec un sourire éclatant, elle se porte volontaire pour nettoyer sa chambre fermée à clé. Ses yeux brillent d'intensité lorsqu'elle lui rappelle que tout dépend du fait qu'il l'engage. Il est complètement déconcerté, réalisant que son plan pour trouver une raison de la renvoyer est en train de se retourner contre lui. Il est troublé par sa détermination inébranlable et pense que ses yeux ont un soupçon de folie. Désespéré, il se creuse les méninges pour trouver un quelconque défaut qu'il pourrait utiliser comme excuse. Ses yeux se posent sur la bague qu'elle porte au doigt et il lui demande soudain si elle est mariée. Elle le confirme joyeusement, expliquant qu'elle économise pour acheter une maison avec son mari. Déçu, il ne peut que la regarder plaider pour le poste, en lui promettant de faire de son mieux. Elle entre prudemment dans ses nouveaux quartiers poussiéreux pour la nuit. Sans se laisser décourager par la saleté, elle décide de nettoyer la pièce avant de pouvoir se reposer. Seule, elle admet que l'histoire de son mariage n'était qu'un mensonge, une tactique consistant à utiliser la bague de sa mère pour décourager les avances non désirées. Elle examine l'anneau, satisfaite que sa rapidité d'esprit ait porté ses fruits. L'anneau se révèle être un précieux souvenir, un cadeau offert à sa mère, Mary. Tandis qu'elle dort paisiblement, il reste éveillé, contemplant la façon dont elle a réussi à se frayer un chemin jusqu'à l'emploi. Il tente de rationaliser sa décision, misant sur son mariage supposé et sur un engagement écrit pour la garder dans le droit chemin. Mais il ne peut se défaire de son malaise, se rappelant son affirmation absurde selon laquelle l'embauché était le seul remède à ses fausses blessures. Un sourire cynique se dessine sur son visage alors qu'il réfléchit à son comportement étrange. Il se résigne à la situation, admettant qu'il s'agit d'une femme étrange, bien que la couleur de ses cheveux l'irrite toujours. Il décide que sa meilleure stratégie est d'éviter de la regarder en face. Il essaie de se convaincre que, d'une manière ou d'une autre, cet étrange arrangement va s'arranger. Ailleurs, un homme mystérieux souhaite qu'un rêve agréable remplace son cauchemar habituel. Au cœur de la nuit, des pas résonnent dans le manoir silencieux. Une porte s'ouvre lentement en grinçant, laissant entrevoir un secret caché dans la maison. Une main fait de légers gestes, comme pour faire sortir quelque chose de l'obscurité. Une nouvelle figure sinistre apparaît, décidée à poursuivre une routine quotidienne inquiétante. Le lendemain matin, Lucie se réveille en extase, savourant le sentiment d'avoir un nouveau travail. Elle se souvient de la condition pour garder ses cheveux, rester totalement invisible pour son maître. Elle repense également aux règles très inhabituelles qu'elle a dû accepter. Tout en cuisinant, elle écarte les rumeurs sur la folie de son maître, pensant qu'il s'agit simplement d'un reclus qui a été lésé par un humain. Elle se souvient de la proposition louche de l'agent d'emploi de gagner une fortune en séduisant un dragon. Compte tenu de l'immense richesse de ce dernier, elle soupçonne les anciennes servantes d'avoir conspiré avec l'agence pour le piéger. Elle pense que si ces servantes ont négligé leurs tâches pour se consacrer à la séduction, sa colère serait tout à fait justifiée. Soudain, son contrat strict et son sale caractère se mettent en place, et elle se moque de l'idée même d'un tel stratagème. Blottie dans son lit, elle trouve le concept d'une histoire d'amour sur le lieu de travail profondément troublant. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle songe au manque de professionnalisme de tout cela. Un mystérieux cliquetis résonne dans une pièce délabrée du manoir. Le bruit semble provenir d'une trappe qui tremble au plafond, laissant présager un secret caché. Une main serre un tissu avec suffisamment de force pour produire un craquement, révélant l'agitation intense de quelqu'un. Elle trouve le manque de professionnalisme des anciennes femmes de chambre tout à fait dégoûtant, alors qu'elle nettoie avec diligence un grand miroir. Alors que les feuilles d'automne tombent, le temps s'écoule tranquillement dans le manoir isolé. 3 semaines s'écoulent sous ses soins méticuleux. Son maître apparaît soudain à sa porte, lui proposant de la payer pour qu'elle s'absente un peu. Lucie est complètement abasourdie par cette demande étrange et urgente. Elle panique, se demandant si elle ne va pas être licenciée et mise à la porte par un temps glacial. L'air stressé, il insiste pour qu'elle aille au village et qu'elle prenne des vacances anticipées. Lorsqu'elle demande prudemment une raison, il lui répond froidement que cela ne la regarde pas. Il lui donne un avertissement glaçant de rester cachée à son retour, faisant allusion au danger. Sa menace sinistre la laisse complètement surprise et profondément déstabilisée. Elle est complètement déconcertée par cet ordre soudain et énigmatique. Il a laissé derrière lui un sac d'or si gros qu'il lui permettrait de vivre pendant 1 mois entier. Elle s'interroge sur l'origine de cette immense richesse, soupçonnant un lien avec ses mystérieuses excursions. Une idée diabolique lui vient à l'esprit, la tentant d'empocher les fonds exorbitants du voyage. Elle se souvient qu'il garde ses distances, sa chambre étant située à l'extrémité du 2e étage. Sa propre chambre, en revanche, se trouve de l'autre côté du manoir, ce qui accentue leur séparation. Elle se rend compte qu'il a réussi à ne pas la voir en face pendant 3 semaines en raison de son étrange aversion. La tentation grandit lorsqu'elle réalise que cet argent pourrait lui permettre d'acheter une maison. Alors que le soleil se lève, une nouvelle journée commence, avec une décision cruciale à prendre. Allongée dans son lit,
Elle s'agite sous les couvertures, sa décision semblant prise. Elle prend la ferme décision de jeûner, refusant de dépenser son argent en nourriture pendant qu'elle se cache. Elle considère qu'il est honteux d'utiliser son argent pour les repas et décide de survivre uniquement avec de l'eau bouillie. Au coucher du soleil, elle est troublée par le délai vague de quelques jours qu'il lui a donné. Elle se demande si le fait de se cacher pendant 2 jours suffirait à satisfaire son étrange requête. Blottie sous son lit, elle se demande s'il est logique qu'il l'envoie, elle, au lieu de partir lui-même. Ses pensées dérivent vers la récente perte d'appétit de son maître, malgré les délicieux repas qu'elle a préparés. Regardant la nuit éclairée par la lune, elle commence à craindre que son comportement étrange ne soit dû à la maladie. Le reflet de la pleine lune dans ses yeux la fait soudain basculer dans l'horreur. Son attention est entièrement captée par la pleine lune, qui renvoie à un avertissement oublié. Le souvenir de l'avertissement terrifié de l'agent d'emploi refait surface. Ne vous approchez pas du manoir la nuit de la pleine lune. Elle suppose que son état est lié à la pleine lune, ce qui lui donne l'impression qu'il a besoin de soins et non d'isolement. Malgré son inquiétude, elle décide d'obéir à ses ordres et d'ignorer tout bruit provenant de l'étage. Elle ferme les yeux, déterminée à bloquer les bruits terrifiants provenant de sa chambre. À l'étage, des cris d'agonie retentissent dans la chambre du maître, qui semble souffrir énormément. Ses appels à l'aide désespérés percent le silence du manoir, mettant à l'épreuve la détermination de la jeune femme. À l'extérieur, la pleine lune brille, la source de son tourment est suspendue dans le ciel. Soudain, le plafond au-dessus d'elle commence à se fissurer et à s'effondrer sous la pression. Une goutte cramoisie tombant d'en haut éclabousse ses cheveux, signalant que le chaos s'est emparé de sa chambre. Alors que le plafond cède, une grande main se faufile entre les débris et saisit fermement la sienne. Une silhouette mystérieuse l'attire des décombres, la sauvant ainsi de l'effondrement du sol. Elle tente désespérément de comprendre comment tout a pu si mal tourner. À son réveil, elle se retrouve paisiblement allongée dans un étrange champ éclairé par le soleil. Ses yeux s'ouvrent et elle reprend lentement conscience. Désorientée, elle se frotte les yeux, complètement déconcertée par ce qui l'entoure. Devant elle se dresse une grande bâtisse blanche qui n'est certainement pas le manoir de son maître. Elle se souvient du moment où elle a défié ses ordres et s'est précipitée vers ses cris. Elle se souvient d'avoir jeté un coup d'œil prudent par la porte ouverte de sa chambre détruite. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux fut si choquant qu'elle resta figée. Horrifiée, elle a vu son maître enseveli sous le plafond effondré. Paniquée, elle a commencé à déblayer les débris, cherchant désespérément un signe de vie. Elle se souvient avoir touché sa main froide, craignant que le pire ne soit déjà arrivé. Ses souvenirs se poursuivent, montrant le plafond qui s'effondre au-dessus d'elle. Elle se souvient d'avoir été prise dans la pluie de gravats, se préparant à l'impact. Revenant au présent, elle vérifie frénétiquement sa tête à la recherche d'une blessure qu'elle pensait avoir subie. Ne trouvant aucune blessure et ne ressentant aucune douleur, elle conclut que cet endroit étrange doit être un rêve lucide. Décidée à ne pas rester inactive, elle cherche un moyen de se réveiller. Son inquiétude pour son maître est interrompue par un bruit étrange de cliquetis et de tintements à proximité. Attirée par le bruit, elle s'approche prudemment d'une porte latérale du mystérieux bâtiment. À l'intérieur, elle découvre un escalier menant sous terre, la source des bruits inquiétants. Son cœur bat la chamade d'appréhension, alors qu'elle s'apprête à enquêter sur le mystérieux sous-sol. Un sentiment troublant l'envahit alors qu'elle descend les marches de pierre. Elle éprouve un étrange sentiment d'effroi, comme si elle pénétrait dans un lieu interdit. Reaching a door at the bottom, she questions what kind of bizarre dream this could possibly be. Elle pousse prudemment la porte, espérant ne rien trouver d'important à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité devant la scène choquante qui se déroule devant elle. À l'intérieur, elle voit une silhouette mystérieuse s'occuper de son maître, qui gît inconscient sur une table. Le personnage extrait calmement un liquide rouge du bras de son maître à l'aide d'une grande seringue. Son maître respire bruyamment, prisonnier d'un cauchemar et totalement inconscient de ce qui l'entoure. La mystérieuse figure murmure que l'engager pour une grosse somme d'argent était une très bonne idée. Des dizaines de fioles remplies de liquide rouge sont prêtes, représentant une immense fortune pour le ravisseur. Le ravisseur révèle une rancune personnelle et saisit un maillet pour s'assurer que personne ne lui manquera plus jamais de respect. Sans hésiter, il balance le lourd outil directement sur la tête de la servante. Un bruit sourd et écœurant résonne dans le sous-sol lorsque le coup tombe. Mais c'est le ravisseur qui s'écroule sur le sol, assommé par la servante qui tient maintenant l'arme. Croyant qu'il s'agit d'un rêve, elle se sent en droit de rendre sa propre justice. La menace neutralisée, elle se précipite aux côtés de son maître pour s'assurer qu'il est indemne. Soudain, ses yeux s'ouvrent brusquement et brillent d'une lumière rouge intense et artificielle. Elle remarque les marques complexes sur son corps et les reconnaît comme étant les mêmes que celles de son maître. Son regard féroce se fixe sur elle et elle craint qu'il ne soit furieux d'être vu dans un tel état. Il secoue désespérément ses liens, mais elle interprète mal sa panique et s'apprête à le détacher. Au lieu de le détacher, elle le prend dans ses bras avec un sourire déterminé, prête à passer à l'action. Elle s'élance dans les escaliers, déclarant que leur fuite immédiate est la seule priorité. Sans plan, elle fonce vers la sortie,
ignorant les protestations ahuries de son maître. Elle s'élance hors du bâtiment, l'emportant dans l'étrange champ ensoleillé de son rêve. Son maître regarde par-dessus son épaule, le visage rougi par cette situation inattendue. La scène onirique commence à s'estomper pour laisser place à un ciel lumineux et paisible, signalant un changement. Son esprit revient au monde réel, et l'image floue d'une bibliothèque familière se précise. Un couple d'oiseaux gazouillait à l'extérieur, marquant l'arrivée d'une nouvelle matinée que l'on espère moins chaotique. Elle se réveille en sursaut dans son propre lit, le dernier ordre désespéré de son rêve étant encore frais dans son esprit. Son maître, maintenant habillé et ayant l'air normal, la regarde avec des yeux écarquillés et effrayés. Elle poursuit sa course effrénée dans le paysage onirique qui s'estompe, le transportant en lieu sûr. Il détourne le regard, le visage rougi par cette fuite embarrassante mais intime. Le monde des rêves se dissout derrière eux, les arrachant à la place de la fontaine pour les plonger dans l'obscurité. Sa conscience dérive dans un vide noir, tandis qu'elle s'interroge sur cette étrange expérience. Une étrange sensation d'humidité sur sa jambe l'attire des profondeurs du sommeil. Trouvant la sensation chatouilleuse, elle l'écarte, sachant qu'il n'y a pas d'animaux dans le manoir. L'idée d'un animal lui rappelle l'étrange bâtiment de son rêve. Son esprit retourne au sous-sol et fait le lien entre les événements troublants et la situation difficile de son maître. Ses yeux s'ouvrent sur une horreur naissante lorsque les pièces du puzzle se mettent en place. Elle découvre que son maître, dans son état transformé, est la source de l'étrange sensation sur sa jambe. Elle reste bouche bée lorsque son maître, dans son état transformé, l'informe calmement qu'elle est réveillée. Troublée par les décombres éclairés par la lune qui les entoure, elle s'interroge sur la situation, mais il lui dit simplement de ne pas bouger. Il porte alors son doigt à sa bouche, soignant une blessure qu'elle ne soupçonnait pas. L'intimité inattendue de cet acte la laisse complètement déstabilisée et rougissante. Elle retire sa main, protestant que cette étrange méthode ne guérira rien. Pourtant, en regardant sa main, elle s'aperçoit qu'elle est maintenant parfaitement guérie, étincelante, sans la moindre égratignure. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité, incapable de comprendre cette guérison miraculeuse. Elle se souvient avoir été frappée par la chute d'un débris, mais ne trouve plus aucune trace de blessure ou de douleur. Son maître l'observe d'un air lourd, sachant ce qui se cache derrière cette guérison impossible. Son regard sombre révèle un fardeau caché lié à ses mystérieux pouvoirs. Une idée brillante lui vient à l'esprit et elle conclut avec enthousiasme que sa salive doit être l'agent de guérison. Elle s'émerveille de l'incroyable pouvoir de la salive de dragon, tandis qu'il se détourne, troublé et méfiant. Il soupire de résignation, décidant qu'elle est trop ignorante pour comprendre la gravité de la situation. Son humeur s'assombrit lorsqu'il se souvient qu'il lui a donné de l'argent pour qu'elle reste à l'écart du manoir. L'expression confiante de la jeune femme se transforme en une véritable panique lorsqu'elle réalise qu'elle s'est fait prendre. Elle s'agenouille et avoue qu'elle s'est cachée à l'intérieur pour économiser de l'argent, le choquant par ses priorités. En larmes, elle le supplie de ne pas la mettre à la porte, insistant sur le fait qu'elle n'a pas rompu leur accord. Elle soutient que puisqu'elle s'est effondrée à l'extérieur du lit, elle a respecté sa part du marché, un point qu'il prend en compte à contre-cœur. Il ravale sa frustration, momentanément déconcerté par son raisonnement absurde, mais techniquement correct. Changeant de sujet, il exige de savoir comment elle est entrée dans son rêve, la laissant totalement déconcertée. Il lui demande si elle est un mage ou un sorcier, mais elle nie catégoriquement avoir des pouvoirs. Elle se moque de cette idée, arguant qu'elle vivrait une vie de luxe, et non de servitude si elle avait de la magie. C'est pourquoi il baisse les yeux, toujours troublé par les événements inexplicables. Ses pensées se tournent vers sa main, essayant de reconstituer le puzzle de sa présence dans son rêve. Perdue dans ses pensées, elle essaie de se rappeler le moment exact où tout est devenu noir. Elle se souvient avoir saisi sa main avant de s'effondrer, faisant le lien entre leur contact physique et le rêve qu'ils ont partagé. Troublée, elle précise rapidement que ses intentions étaient innocentes et qu'elle voulait seulement vérifier s'il était en vie. Son explication déclenche un moment de clarté pour lui, bien qu'elle reste totalement confuse. Il lui révèle la vérité. Une malédiction l'oblige à faire des cauchemars, et son contact l'a entraînée dans son univers onirique tourmenté. Alors qu'elle panique à propos de cette malédiction mortelle, il la considère calmement comme un simple inconvénient pour quelqu'un comme lui. Elle s'efforce de comprendre pourquoi quelqu'un lui a infligé une malédiction aussi terrible. Il baisse les yeux, le visage assombri par les souvenirs douloureux liés à son état. Il révèle que la malédiction n'était qu'un simple acte de cupidité, destiné à faire taire un subordonné rebelle. Elle reste sans voix, stupéfaite par la cruauté qui se cache derrière cette maladie magique. Il fait alors le rapprochement et réalise qu'elle est la mystérieuse enfant qui est apparue dans son rêve. La servante a des sueurs froides, comprenant qu'elle est bien plus impliquée qu'elle ne le pensait. Elle s'inquiète de le voir partager un secret aussi sombre, mais il ne tient pas compte de son inquiétude. Son récit commence par un flashback sur une figure mystérieuse qui veille sur son jeune corps maudit. Dans ce souvenir, on le voit se tordre de douleur, implorant désespérément de l'aide.
Son œil s'ouvre, révélant une pupille draconique alors qu'il se souvient de son appel désespéré au salut. Il se souvient qu'elle est apparue comme un phare dans son cauchemar, répondant à son appel désespéré. Le souvenir de son impuissance lui donne des sueurs froides. De retour dans le présent, il déclare que puisqu'elle a vu son secret, elle doit en prendre la responsabilité. Elle reste sans voix et rougit lorsqu'il l'appelle par son nom avec une exigence aussi sérieuse. Ses mains tordent nerveusement son tablier, tandis qu'elle assimile la tournure inattendue des événements. Il s'avère que prendre ses responsabilités signifie simplement préparer sa nouvelle chambre au premier étage. Mortifiée, elle remet en question son imagination débordante, se demandant ce qui l'a poussée à penser autrement. Elle pense ensuite à sa propre sécurité, se demandant si son geste la protégera lors de la prochaine pleine lune. Elle se souvient de l'avoir interrogé sur la destruction du manoir, cherchant à se rassurer. Il lui avait expliqué qu'il s'agissait d'un accident, causé par le fait qu'il s'était agité dans son sommeil et qu'il avait déclenché sa magie sans le vouloir. Il précise qu'il ne perd le contrôle que les nuits de pleine lune et qu'elle sera donc en sécurité tant qu'elle restera à l'écart. Il explique que pour une raison inconnue, la pleine lune provoque l'effondrement total de ses défenses mentales. C'est précisément pour cette raison qu'il a prévenu l'agence de ne jamais envoyer quelqu'un au manoir pendant la pleine lune. La vérité la frappe comme une tonne de briques et elle a des sueurs froides. Elle se souvient que le directeur de l'agence essayait désespérément de la dissuader de faire ce travail dangereux. Accablée de honte, elle réalise l'incroyable danger dans lequel elle s'est volontairement engagée. Elle se souvient d'avoir ignoré les avertissements et d'avoir exigé sans vergogne le poste, même après avoir été blessée. Remplie d'un nouveau sens du devoir, elle se lève brusquement, prête à déclarer sa pénitence. Elle lui propose audacieusement d'entrer dans son rêve chaque mois et de combattre la créature cauchemardesque à sa place. Sa proposition audacieuse le laisse sans voix, la regardant avec incrédulité. Elle se souvient qu'il se couvrait le visage, complètement mortifié par sa proposition. Il retrouve son calme et rejette fermement son offre audacieuse. Elle proteste contre son refus, mais il admet qu'il ne veut pas qu'elle le voie dans un état aussi vulnérable. Troublée, elle lui donne raison, comprenant sa réticence. Elle réplique rapidement en promettant de se concentrer sur le combat contre le monstre et de ne pas le regarder. Son ton se transforme en une véritable inquiétude, craignant que les traumatismes répétés ne finissent par le briser. Son plaidoyer sincère l'affecte visiblement, car il l'écoute avec une expression sombre. Il serre le poing, lui demandant de ne pas le plaindre. Mais elle insiste sur le fait qu'il s'agit d'inquiétude et non de pitié. Elle suggère que sa souffrance est aggravée par son manque d'amis ou de soutien émotionnel. Une nouvelle idée brillante lui vient soudain à l'esprit, et elle bat des mains dans un moment d'inspiration. Elle propose brillamment que ce dont il a vraiment besoin pour guérir de sa solitude, c'est d'un amant. Il la regarde d'un air impassible et lui demande sarcastiquement de jouer les entremetteuses avec les anciennes servantes. Son refus furieux lui fait comprendre que ses conseils personnels ne sont pas les bienvenus. Quelque temps plus tard, elle reprend tranquillement son travail, époussetant une étagère de la bibliothèque. Elle se morfond en admettant qu'elle a été sévèrement réprimandée pour son intervention. Elle se souvient qu'il lui a ordonné de reprendre le travail, mais il s'agit d'une ancienne femme de chambre qui lui a fait des avances déplacées. La vérité finit par s'imposer. L'agence s'était engagée à empêcher les femmes de chambre de profiter de lui. Elle tremble à l'idée que d'autres exploitent son état d'impuissance et admet qu'il avait raison d'être curieux. Sa culpabilité se transforme en détermination, et elle se promet de l'aider même si elle n'est qu'une servante impuissante. Ses pensées se tournent alors vers l'homme mystérieux du rêve, soupçonnant qu'il pourrait savoir comment briser la malédiction. Elle élabore un nouveau plan pour retrouver l'homme mystérieux, prête à utiliser tous les moyens nécessaires. Son imagination s'emballe pour un scénario comique de piège à miel que son vrai moi trouve tout à fait ridicule. Elle rejette rapidement l'idée, se reprochant de n'avoir aucun charme de séduction. Elle se dit que si trouver un remède était facile, son maître y serait déjà parvenu. Elle est soudain saisie d'une vive empathie pour la souffrance de son maître qui la frappe à la poitrine. Confuse, elle se serre le cœur, s'interrogeant sur cette étrange sensation physique. Elle panique, craignant de tomber malade dans un manoir où il n'y a pas de médecin à des kilomètres à la ronde. Dans son état d'agitation, elle fait accidentellement tomber un livre du bureau qu'elle époussette. Le ramassant, sa curiosité est piquée, car elle se demande quel genre de livre son maître lit. Elle est stupéfaite de constater qu'il s'agit d'un simple dictionnaire de langue pour enfants. Son esprit court-circuite, incapable de comprendre pourquoi un mage puissant aurait besoin d'un dictionnaire pour enfants. Son imagination débordante s'empresse de conclure qu'il doit avoir un enfant secret. Elle regarde toute l'étagère, soupçonnant qu'elle est remplie d'objets plus enfantins les uns que les autres. Une autre idée, encore plus scandaleuse, lui vient à l'esprit et la laisse pantoise. Elle le confronte plus tard, s'enquérant prudemment de la collection de la bibliothèque. Il semble déconcerté par sa question et confirme qu'il a acheté tous les livres lui-même. Elle admet nerveusement que ses goûts littéraires ne sont pas ceux auxquels elle s'attendait. Elle lui révèle que sa bibliothèque est remplie de romans à l'eau de rose, à sa grande surprise.
Il explose d'incrédulité, choqué d'apprendre que toute sa collection est consacrée à la romance. Il se souvient avoir demandé à un employé des livres sur les malédictions et les démons, et s'être rendu compte de l'interprétation littérale désastreuse qui en était faite. Il est furieux que le vendeur l'ait escroqué, vendant les livres comme des éditions rares pour une fortune, un mensonge qu'elle démystifie immédiatement. Alors qu'il maudit le libraire escroc, elle observe son emportement d'un air inquiet. Elle lui fait gentiment remarquer que son incapacité à lire a fait de lui une cible facile, ce qui le fait rougir de mortification. Il admet être un lecteur autodidacte mais lent, ce qui l'incite à le féliciter pour son difficile effort personnel. Saisissant l'occasion, elle lui propose joyeusement d'être sa tutrice de lecture et sa compagne de shopping. Il la regarde fixement, analysant en silence sa proposition audacieuse et inattendue. Il s'interroge sur l'idée d'y aller ensemble, mais elle insiste sur le fait que la lecture des romans d'amour pourrait toujours être amusante. Sa suggestion sincère le fait rougir et le laisse complètement désemparé. Il s'éloigne en marmonnant un commentaire étrange sur le fait que les femmes mariées sont curieuses, ce qui la laisse complètement confuse. Tournant le dos pour cacher son embarras, il accepte de l'accompagner le lendemain pour acheter les bons livres. Elle fait écho à sa résolution, déclarant qu'elle n'a pas non plus l'intention de le laisser rester maudit pour toujours. Le lendemain, ils arrivent dans un vaste marché animé pour faire leurs emplettes. Elle est complètement charmée par l'atmosphère animée, tandis qu'il se tient stoïquement à côté d'elle dans sa cape à capuchon. Après un voyage réussi, elle brandit fièrement ses nouveaux livres, enthousiasmée par un ouvrage particulier sur le comportement des dragons. Elle se dit joyeusement que même un simple livre peut contenir l'indice qu'il recherche. Sa suggestion enthousiaste de lire les livres ensemble plus tard le fait rougir. Il tend maladroitement la main vers les livres qu'elle tient, insistant sur le fait qu'il devrait les porter à la place. Il lui explique brutalement que c'est pour sa propre sécurité, craignant qu'elle ne se fasse voler dans la foule. Elle voit clair dans sa piètre excuse, touchée par son souci mal déguisé de son bien-être. Elle s'amuse à le taquiner, comparant son attitude à la fois bourrue et bienveillante à celle d'une tsundere. Elle lui tend les livres en s'amusant, ce qui lui vaut une question suspicieuse de sa part. Le repoussant, elle lui révèle avec enthousiasme qu'elle a une autre destination plus importante en tête. Il la regarde d'un œil sceptique, se demandant quels autres plans elle a concoctés pour leur voyage. Son plan devient clair lorsqu'il se retrouve devant un homme à l'air sévère, un tatoueur professionnel. Avec assurance, elle fait entrer son maître dans le magasin de tatouage, prenant le tatoueur par surprise. Le déclarant hardiment comme son mari, elle demande à l'artiste de modifier le tatouage maudit qui cause ses cauchemars. Son maître est complètement abasourdi, le mot « mari » résonnant à ses oreilles alors qu'il est mortifié. L'artiste propose une solution, suggérant qu'il ne peut pas enlever la marque, mais qu'il peut utiliser un pigment pour la rendre moins visible. Faisant preuve de charme, elle demande gentiment à son chéri s'il veut essayer la procédure. Ce terme affectueux inattendu le plonge dans une nouvelle spirale d'embarras rougissant, le laissant sans voix. Il se fige, son visage rougissant sous l'effet de l'affection inattendue de la jeune femme. Se ressaisissant, il rejette brusquement l'idée comme étant inutile et s'en va en claquant la porte. Jouant le rôle d'une épouse attentionnée, elle s'excuse de sa timidité et offre à l'artiste un cadeau de remerciement. L'artiste accepte la pochette, intrigué par ce geste poli et inattendu. Impressionné par ses manières, il décide qu'il ne peut pas les laisser repartir les mains vides, à la grande confusion de la jeune femme. Il révèle que le tatouage a été enlevé au feutre, reconnaissant son aura sombre comme quelque chose qui s'apparente à de la magie noire. L'espoir renaissant, le maître s'enquiert de la façon de briser la malédiction et apprend que l'artiste connaît un expert potentiel. Il attend chaque mot de l'artiste, une lueur d'espoir se mêlant à son expression sinistre. L'artiste fournit des indications détaillées sur une boutique d'herbes et de potions d'apparence suspecte située au bout de la rue. Il explique que leur cible est un mage qui peut être identifié par ses achats botaniques inhabituels. Forts de leur nouvelle piste, les deux personnages masqués se dirigent vers la mystérieuse boutique. L'artiste leur donne un dernier conseil, leur indiquant que le mage se laisse facilement convaincre par une bonne offre. Arrivée sur les lieux, elle les guide avec assurance vers les escaliers qui mènent à l'établissement. Elle s'apprête à user de son charme, prête à accueillir le mage reclus avec un sourire amical. Son maître la regarde s'approcher, son expression sombre montrant qu'il fait confiance à ses talents de diplomate. Elle pense que ce mage excentrique pourrait bien détenir la clé inattendue pour briser la malédiction.